16h30 sur BFM TV, bienvenue dans l'après-midi info. À la une de ce lundi 4 août, c'est 6 départements méditerranéens qui restent en risque élevé de feux de forêt aujourd'hui. Dans ce journal, nous vous emmènerons dans les coulisses d'une cellule constituée de pompiers, gendarmes et agents forestiers. Ils enquêtent pour découvrir la cause des incendies de végétation. Nous irons dans le Var auprès de cette RCCI. Semaine cruciale sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, se rendra à Moscou mercredi ou jeudi, annonce le président américain Donald Trump. Une visite importante et utile, estime de son côté le Kremlin, à quelques jours de la fin de l'ultimatum imposé par les États-Unis à la Russie pour mettre fin à la guerre. Nous irons également dans la Somme où un promeneur a découvert le corps d'un homme égorgé et éviscéré dans le village de Pont-de-Metz, près d'Amiens. La victime n'a pas encore été identifiée. Une enquête est en cours et une battue policière a débuté. Nous serons avec notre envoyé spécial Angie Loata sur place dans un instant. Et puis circulation perturbée sur la ligne TGV entre la gare du Nord à Paris et Lille en raison d'un défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise. Les trains doivent emprunter la ligne classique engendrant parfois jusqu'à 3 heures de retard. Reprise du trafic normal estimée pour le moment à 18h. Mais tout d'abord, la vigilance face aux dangers de feux de forêt, toujours au plus haut depuis plusieurs jours autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, Météo France place 6 départements en risque élevé sur une vigilance orange. Et nous nous intéressons aujourd'hui aux enquêtes menées après les déclenchements de ces incendies. Dans ce travail crucial pour en détecter l'origine, une cellule pluridisciplinaire œuvre au recueil des moindres indices. Laura Berlioz et les équipes de BFM Toulon-Var vous emmènent à la rencontre de la RCCI. 3 hommes, 3 uniformes différents, réunis dans les environs de Salerne, où le feu a ravagé un peu plus d'1 hectare début juillet. Là, après, il est monté comme ça, c'est ça? Oui, il est monté comme ça. Les pompiers, la gendarmerie et l'ONF unissent leurs forces pour cartographier la zone, effectuer des relevés, mais aussi comprendre la trajectoire du feu. Ça suit la même direction. Chacun apporte son expertise. Tu as vu? Ouais, je suis plutôt d'accord. Oui. J'ai un vent qui est établi dans ce sens-là. J'ai un feu qui évolue dans ce sens et d'un coup, il se met à tourner. Donc, je suis monté jusqu'en haut du départ de feu pour comprendre pourquoi il avait tourné. Ensemble, ils déterminent la zone de départ de l'incendie. Une fois qu'on a identifié les points d'avancée du feu, on met des drapeaux rouges. Quand le feu recule, on va mettre des drapeaux jaunes. Et on cherche le point de connexion entre les deux zones. Un travail de fourmi. À leurs pieds, tout est passé au crible. Tout ce qu'on peut trouver sert à déterminer la zone de départ. Et des fois, quand on n'a rien, on finit à 4 pattes avec un pinceau. On enlève la cendre et on essaie de retrouver des vestiges sous la cendre. Leur travail alimente une base de données colossale qui facilite les recherches à venir. La spécificité du Var, intervenir sur tout type de feu. Dès qu'il y a un feu, quelqu'un de l'équipe va faire un état des lieux. Si on s'aperçoit on tombe sur un fait criminel, on va réunir l'équipe complète pour les investigations sur zone et après rédiger le procès-verbal. Un rapport décisif pour la suite des investigations. Par exemple, en 2021, lors de l'incendie de la Plaine des Morts, la fin de l'enquête a confirmé les conclusions de l'équipe RCCI qui avait bel et bien trouvé l'origine de l'incendie. Et on accueille le lieutenant-colonel Ludovic Pingano. Bonjour, consultant en gestion de crise BFM TV et fondateur du cabinet Atrisque. Pour revenir sur ce type de cellules et de leur travail, pour pouvoir justement reconnaître l'origine des incendies, est-ce que cette unité elle est déployée sur tout le territoire national ? Alors oui, c'est une spécialité qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui n'était pas dédiée à l'origine au feu de forêt. L'idée était d'identifier les causes et les circonstances des incendies, y compris sur les habitations. Et donc, il y a une spécialité chez les sapeurs-pompiers qui existe, qui s'appelle la RCCI, Recherche des causes et des circonstances des incendies. Donc, il y a donc des sapeurs-pompiers qui sont formés spécifiquement pour comprendre comment un incendie a pu démarrer, comment il a pu se propager, et savoir s'il est criminel ou simplement accidentel. S'agissant du feu de forêt, c'est encore plus spécifique, j'allais dire. On recherche de toute façon, bien sûr, systématiquement le côté criminel possible d'un feu de forêt. Un incendie de forêt, ça démarre pas tout seul, comme par la force du Saint-Esprit. Donc, on fait donc appel à des spécialistes de l'ONF, l'Office national des forêts, de la gendarmerie nationale, qui ont des gendarmes spécifiquement formés pour ce type d'enquête. Et puis, bien sûr, des sapeurs-pompiers. Donc ces équipes composées de 3 spécialistes, sapeurs-pompiers, gendarmes et ONF, qui vont ensemble analyser la zone,
prendre en compte tous les événements, tous les éléments circonstanciels de l'événement. Est-ce qu'il faisait chaud? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce que la végétation était sèche? Est-ce qu'on était au bord d'une route? Enfin bref, tout un tas d'éléments qui laissent on pensait que potentiellement ce feu a démarré de façon accidentelle ou non. Et puis ensuite, bien sûr, le comprendre pour apprendre et pour progresser. Cette cellule, elle n'enquête que sur les feux de végétation ou bien elle enquête aussi sur d'autres types d'incendies? Alors, s'agissant de la zone sud, c'est très spécifique aux feux de forêt. Maintenant, dans de plus en plus de départements en France, au sein des services départementaux d'incendie et de secours, vous avez des spécialistes qui sont formés à cette recherche des causes et des circonstances des incendies. C'est pas très ancien, c'est une spécialité qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, mais qui s'est beaucoup développée et qui justement permet souvent de bien comprendre ce qui se passe, puisqu'on a parfois des situations un petit peu ubuesques sur des départs de feu. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Ludovic Pingano, de nous avoir expliqué le fonctionnement de cette unité. Dans l'actualité aux États-Unis, à présent, un autre incendie inquiète, celui du Dragon Bravo, qui reste hors de contrôle, déclenché il y a un mois après un impact de foudre dans le très touristique Grand Canyon dans l'Arizona. Il est désormais qualifié de méga feu. Plus de 46 000 hectares sont partis en fumée, presque 4 fois la surface de Paris. Un incendie qui génère ses propres conditions météo et pourrait générer nuages et éclairs de feu, aggravant ainsi la situation. Une catastrophe également pour l'économie du parc naturel qui accueille chaque année 5 millions de visiteurs. Dans l'actualité judiciaire, à présent, cette macabre découverte dans la Somme ce matin. Un corps mutilé a été retrouvé, celui d'un homme, dans un village de Pont-de-Metz, près d'Amiens. Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Une enquête vient d'être ouverte à ce propos. Une enquête pour du chef d'assassinat, un homme, une découverte d'un corps, du corps d'un homme, rares éléments d'identification. On sait que c'est un homme qui a environ une trentaine d'années. Le maire de la commune nous l'a confirmé il y a quelques instants. On sait qu'il a été retrouvé avec des traces d'éviscération, égorgé également. Donc voilà une enquête qui pourrait durer un certain temps. Ce à quoi on assiste depuis que nous sommes arrivés ici sur la commune de Pont-de-Metz, on est tout près du parc du Pré du Moulin qui se trouve derrière moi. Vous voyez ces rues balises, il y a les effectifs de police qui bloquent la zone, bien évidemment. C'est un parc assez familial, fréquenté par des familles. Un père de famille nous disait tout à l'heure qu'il s'apprêtait à aller faire une balade avec ses enfants, que c'était un lieu généralement assez sécurisant, plutôt familial donc. Et ce que l'on sait, c'est que cette zone, elle est passée au peigne fin depuis maintenant plusieurs heures et que cela se poursuit parce qu'il y a des relevés d'indices, recherche de tout élément qui pourrait se trouver ici dans cette zone et permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et il y aura une autopsie surtout qui sera réalisée demain aux alentours de 9h. Angie Loata avec Willem Gay dans la Somme. Merci à tous les deux. Autre actualité judiciaire, cet homme sexagénaire mis en examen après avoir été accusé d'avoir alcoolisé son épouse pour la faire violer par d'autres hommes. Ça s'est passé à Dijon. Vincent Vantinghem, grand reporter police-justice, est avec nous. Que sait-on de cette enquête, Vincent? En fait, tout a démarré la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu avant 3 heures du matin, un coup de fil est passé au 17 à Police Secours et au bout du fil, c'est un homme qui explique qu'il sort en fait d'une soirée libertine, qu'il a eu une relation sexuelle avec une jeune femme et qu'il doute de son consentement et de son discernement en raison notamment de son état alcoolique. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur les lieux de la soirée et découvrent en effet cette femme âgée de 44 ans qui explique avoir beaucoup bu ce soir-là et n'avoir surtout plus aucun souvenir de cette soirée qu'elle vient de vivre. Il y a aussi dans les lieux son mari qui est âgé lui de 62 ans qui est immédiatement placé en garde à vue et qui fournit comme explication que sa femme était consentante pour participer à ces soirées libertines. Il n'empêche que la justice avance et à l'issue de sa garde à vue, cet homme a été déféré samedi devant un magistrat du parquet de Dijon. Il a finalement été mis en examen pour viol, complicité de viol avec administration d'une substance visant à altérer le discernement d'une personne et il a été écroué. Ça va être quoi la suite de l'enquête? Savoir s'il y a eu d'autres soirées, si ça dure depuis longtemps? Oui, évidemment, on n'en est qu'au tout début des investigations. Pourquoi? Parce que le point de départ, je l'ai dit, c'est cette soirée de la semaine dernière, mais les enquêteurs s'interrogent maintenant sur le passé, dans la mesure où cet homme mis en examen a reconnu s'adonner au libertinage depuis 5 ou 6 ans. Donc on va déterminer s'il y a eu d'autres soirées de ce type et si sa femme, qui est âgée de 44 ans, a là aussi été alcoolisée ou
voire même droguée pour qu'elle puisse être abusée par d'autres personnes. Elle explique qu'elle a subi des pressions de la part de son mari. Reste à savoir s'il y a eu, comme je le disais, d'autres événements de ce type. Et puis surtout, on a saisi du matériel informatique, des téléphones portables, afin de déterminer si d'autres hommes ont pu se rendre à ces soirées, parce que le rendez-vous a été fixé sur Internet. Et on attend surtout le résultat des analyses toxicologiques qui ont été réalisées sur cette jeune femme. On le sait, elle était fortement alcoolisée, mais est-ce qu'elle a aussi été droguée à son insu? C'est tout ce que les investigations vont devoir révéler désormais. Merci beaucoup Vincent pour ces précisions. Prenons maintenant la direction de Montpellier après cette découverte encore énigmatique. Clémence Renard, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Une enquête a été ouverte après que 2 hommes ont été retrouvés blessés et dénudés cette nuit. Que s'est-il passé ? Eh bien, la police a d'abord été appelée aux alentours de minuit par un témoin qui a d'abord signalé la présence d'un véhicule dans un fossé avec des traces de sang visibles depuis l'extérieur et des impacts de balles à proximité du lac des Garrigues. À l'intérieur de ce véhicule, il y avait également des armes de poing, mais pas d'occupants. En revanche, ce témoin indique à la police avoir entendu des hurlements provenant d'un sous-bois à proximité. Et dans un second temps, une autre personne, un autre témoin interpelle à son tour les forces de l'ordre. Il dit avoir vu 4 hommes armés en train de menacer 2 autres hommes complètement nus. Ça s'est passé dans cette rue. Les 2 victimes sont ensuite conduites par les agresseurs dans le parc du lac des Garrigues que vous voyez sur ces images de Dorine Jarnias. Et après être arrivé sur place, avoir à son tour entendu des gémissements, la police a finalement retrouvé les 2 victimes dans un buisson complètement nus, blessés. Les 2 hommes souffraient de contusions et de plaies. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital de la Péronie à Montpellier. Les 4 suspects armés de leur côté ont pris la fuite, vraisemblablement à pied, selon une source policière. Le raid a été déployé cette nuit pour tenter de les retrouver. En vain, une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Montpellier. Merci Clémence Renard en direct donc de Montpellier avec Dorine Jarnias. Si vous prenez le train aujourd'hui, sachez que le trafic est fortement perturbé entre la gare du Nord à Paris et celle de Lille-Flandre. Cela concerne tous les TGV à destination donc de Lille ou encore de Bruxelles à cause d'un défaut d'alimentation électrique dans un caténaire dans le Val d'Oise. Les TGV empruntent donc la ligne classique mais avec des temps de trajet rallongés. 3 heures de retard en moyenne, reprise du trafic normal estimée à 18 heures. Les voyageurs concernés peuvent se faire rembourser leurs billets. Écoutez ces témoignages recueillis en gare de Lille. Moi, je vais à Carry-le-Rouet, donc j'ai un arrêt à Mercey-Saint-Charles et après j'ai une correspondance pour aller à Carry-le-Rouet. On a reçu un message en disant que le train est annulé. Obligé de repayer un billet de train qui coûte le double. C'est la grosse merde, quoi. On n'a pas eu d'informations, rien. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a personne qui sait expliquer quoi. Et c'est honteux. C'est honteux. Je devais aller jusqu'à Reims via Lille. Et puis voilà, on m'a annulé mon train qui devait s'arrêter à Champagne-Ardenne TGV. Donc je vais faire Lille, Paris-Nord, Reims. Voilà. L'actualité à l'étranger à présent, l'émissaire américain Steve Witkoff se rendra en Russie mercredi ou jeudi, annonce de Donald Trump, quelques jours après le déploiement de ces 2 sous-marins nucléaires et alors que son ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine s'achève vendredi. On écoute le président américain. Il pourrait partir en Russie, je pense, mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Ils aimeraient le voir, ils ont demandé qu'il les rencontre, donc nous verrons ce qui se passe. Bonjour Antoine Lard, vous êtes notre correspondant à Washington. C'est donc une semaine cruciale qui s'ouvre pour le conflit ukrainien. La visite de Steve Witkoff en Russie sera importante et utile, dit le Kremlin. Oui, et on a un peu le sentiment que Donald Trump, une nouvelle fois, veut donner une dernière chance à Vladimir Poutine, une énième chance. D'abord, ce qui est assez frappant, c'est que ces derniers jours, Donald Trump a exprimé des doutes sur l'efficacité de son ultimatum, l'efficacité des sanctions qu'il pourrait prendre contre Poutine. Hier soir, encore, Trump a expliqué que les Russes étaient passés maîtres dans l'art de contourner ces sanctions. Et il dit que finalement, sur le terrain, eh bien, ces menaces ne changeront peut-être pas grand-chose. Ce sont des déclarations quand même assez étonnante, comme si Trump ne croyait pas vraiment à ce qu'il était en train de faire. Par ailleurs, Witkoff explique Trump va chercher en Russie à conclure un deal avec Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que ça reste pour Trump la priorité. Le président américain veut un arrêt des combats, quelles que soient finalement les conditions. Trump veut être le faiseur de paix, celui qui met fin à la guerre en Ukraine. Reste que on ne voit pas très bien ce que Steve Witkoff va pouvoir obtenir des Russes. Il faut rappeler que l'émissaire de Trump s'est déjà rendu à plusieurs reprises
à Moscou. Et il faut bien le dire, à chaque fois, il s'est fait, entre guillemets, balader par le Kremlin. On a notamment appris que Vitkov s'était rendu sur place sans interprète. Ce sont les Russes qui faisaient la traduction, ce qui laisse une impression d'amateurisme complet. Vitkov, par ailleurs, n'a aucune expérience diplomatique et à chaque fois qu'il est rentré de Moscou, il semblait totalement aligné sur les positions russes. Donc pas sûr que cette visite permette vraiment de faire bouger les lignes. Elle permettra peut-être à Poutine une nouvelle fois de gagner du temps. Michel Fayad, analyste géopolitique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la visite de la dernière chance ? Dernière chance, je pense pas, mais en tout cas, il est clair que Poutine et Trump essayent de trouver une solution. Je pense que la visite de Witkoff a été quelque chose de préparé, de même que le communiqué de Petkov. Je pense que ça a été préparé entre les deux équipes et que l'objectif maintenant, c'est de trouver quelque chose qui peut sauver la face et de l'un et de l'autre. Calmer le jeu. Calmer le jeu, que ce soit au niveau nucléaire ou que ce soit même d'un point de vue politico-militaire. Et comme Witkoff est quelqu'un de beaucoup plus proche de la position russe que ne l'est les gens du département d'État, eh bien Trump l'utilise lui plutôt qu'un autre. Avec Witkoff, en plus, il peut y avoir pas mal de choses en commun puisqu'il y a l'aspect commercial qui rentre en jeu. Mais sans vouloir minimiser leur rôle, on a l'impression qu'à la fois Donald Trump et Vladimir Poutine envoient un peu leur second couteau à chaque fois pour prendre position. Oui, mais cela dit quand même que Witkoff a pas mal agi, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit sur le dossier donc Russie-Ukraine. C'est comme vous disiez votre collègue, il n'a aucune expérience de diplomate, mais c'est un peu aussi la méthode Trump. On sait par exemple sur le front syrien, il a nommé Tom Barak, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Syrie. C'était l'ancien patron de Colonie Capital, qu'on connaît en France parce qu'il était le propriétaire du PSG avant le Qatar. Donc en fait, il utilise des businessmen, c'est sa manière de faire, c'est une diplomatie des affaires qui est complètement assumée. Maintenant, c'est clair que ça fait pas plaisir aux diplomates de métier qui sont au département d'État et qui pensent autrement. Parce que les diplomates du département d'État sont des gens en général foncièrement contre la Russie et foncièrement pro-Ukraine. Sur le nucléaire, le Kremlin dit ce matin, nous ne souhaitons pas nous laisser entraîner dans une telle polémique. Là aussi, on redescend d'un étage, d'un niveau. On redescend d'un étage, mais ceux qui, depuis le début de la guerre, jouent sur cette crainte du nucléaire, enfin sur cette possible utilisation nucléaire, c'est quand même les Russes. Et là, pour une fois que les États-Unis le font, les Russes calment le jeu, c'est assez intéressant quand même. Et donc, je pense que l'idée, c'est un peu, OK, maintenant, chacun a montré sa force. Maintenant, on va à la table, on commence à discuter. Peut-être que notre discussion sera sans l'Ukraine. Peut-être que notre discussion se fera au détriment de l'Ukraine. Mais au moins, asseyons-nous, trouvons des choses en commun. Peut-être un accord sur le prix du pétrole et du gaz. Peut-être une livraison de minerais et de métaux russes vers les États-Unis. Il y a différents types de coopération. On sait que cet après-midi, Poutine a parlé avec Netanyahou. On sait que Poutine est proche de l'Iran. Donc, il y a peut-être aussi d'autres sujets qui peuvent être abordés. Merci beaucoup Michel Fayad, analyste géopolitique, de nous avoir aidé à décrypter cette actualité. 16h47, retour en France. La fraude sociale est une trahison. Au lendemain de cette annonce de la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, détaillant ses mesures budgétaires pour en venir à bout, notamment en augmentant les taxes appliquées aux trafiquants de drogue, l'ancien député Henri Guénaud, lui, annonce l'importance de cette bataille pour le gouvernement et il dit qu'il ne faut pas tout mélanger. Écoutez. La situation par ailleurs, il faut lutter contre la fraude. La fraude, c'est une entorse effectivement au pacte moral ou civique qui unit une société. Dans cette affaire de fraude, il ne faut pas tout confondre. Ce qui me gêne aussi, c'est la confusion entre différents types de comportement, c'est-à-dire c'est pas la même chose de s'attaquer aux revenus de la drogue, par exemple, et de s'attaquer aux revenus de la drogue, de s'attaquer au travail dissimulé, ou de s'attaquer aux petits arrangements que les gens font avec eux-mêmes et avec l'administration, que ce soit des impôts ou la sécurité sociale. Bon. Au Proche-Orient, après la publication par le Hamas de plusieurs vidéos de propagande montrant des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza très amaigris, le ministre des Affaires étrangères israélien a déclaré vouloir mettre leur sort au centre de l'agenda international. Et quant au Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a, lui, annoncé qu'il convoquerait cette semaine son cabinet concernant la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza. On l'écoute.
Nous devons continuer à rester unis et à nous battre ensemble pour atteindre les objectifs de la guerre que nous nous sommes fixés. Vaincre l'ennemi, libérer nos otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Cette semaine, je convoquerai le cabinet pour donner des instructions à Tsahal sur la manière d'atteindre les 3 objectifs de guerre que nous avons fixés. Direction Marseille à présent, c'est là que fait escale l'USS Gerald Ford, porte-avions américain, fleuron de la marine américaine. Anne Boisis, vous êtes notre envoyée spéciale dans la cité phocéenne. Le navire a quitté Norfolk, le grand port militaire de Virginie, fin juin. Direction désormais le Proche-Orient. Oui, tout à fait. Donc, le plus grand porte-avions de la flotte américaine vient d'arriver à Marseille et c'est aussi le plus gros du monde sur ce bateau qui s'appelle l'USS Gerald Ford. On y trouve une véritable base militaire mobile capable de faire face aux situations les plus agressives et les plus importantes. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble ce mastodonte des mers, il fait 333 mètres de long contre 262 pour le Charles de Gaulle qui lui est le plus gros porte-avions d'Europe. On peut donc véritablement parler d'une ville flottante. À son bord, 4500 marins, 75 aéronefs qui peuvent décoller depuis un pont d'envol situé lui aussi sur le bateau et qui fait 20 000 mètres carrés, ce qui représente environ 3 terrains de foot. Un navire qui a coûté 13 milliards de dollars pour sa construction. C'est la première fois que l'USS Gerald Ford fait escale ici, dans la cité phocéenne. Son escale ici, c'est le symbole de l'alliance franco-américaine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis. Il restera amarré ici pendant une semaine, donc jusqu'à ce samedi 9 août, avant de retourner en mer, direction le Moyen-Orient. 16h50, restez avec nous dans notre journal de 17h. Nous reviendrons sur cette déclaration du Kremlin qui appelle à faire preuve de grande prudence dans les menaces nucléaires proférées il y a 3 jours par Donald Trump en évoquant le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains dans la région russe. Une semaine importante s'ouvre sur ce conflit en Ukraine puisque l'émissaire américain Steve Witkoff pourrait rencontrer Vladimir Poutine mercredi ou jeudi selon le président américain. On en parle dans quelques minutes, à tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie, la météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, 2 informations météo à retenir cet après-midi à l'étranger. La première, elle concerne pas très loin de chez nous une tempête estivale nommée Floris. Elle balaye actuellement les côtes écossaises avec des rafales autour de 130 km/h sur le littoral et jusqu'à 160 quand même en montagne. La deuxième information météo, bien plus fraîche, froide même, qui nous emmène en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, concernée par une tempête remarquable de neige jusqu'à 40 cm au sol. Et vous le voyez, les kangourous qui s'amusent au milieu de ces flocons. Les conditions sont très perturbées à l'heure actuelle, toujours en Australie, avec des blocages routiers et plusieurs milliers de foyers privés d'électricité. Rien de tout cela chez nous pour les prochaines 24 heures. Voilà, simplement le passage d'une dégradation entre le sud-ouest et le nord-est de la France, surtout sur la partie nord d'ailleurs, avec quelques pluies qui continueront d'arroser un peu nos jardins vers l'Alsace ou encore le Jura dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil va reprendre sa place. Très très beau ici vers le centre-ouest et vers le sud de la France. Par contre, attention, la tramontane virulente sur le front des incendies, 50 à 60 km/h. Le département de l'Aude qui sera placé en fort risque d'incendie le plus élevé. Tout au long de la journée demain, niveau rouge sur la carte météo des forêts. Les températures de la nuit prochaine, 12 degrés ici pour Aurillac, jusqu'à 20-21 degrés vers le pays niçois. Il fera 14 à Rennes ainsi qu'à Rouen. Dans l'après-midi, ça grimpe de plus en plus chaud, très chaud même pour Montpellier avec 36 degrés, 35 à Montélimar, on aura 26 vers Bourges ou encore Nevers. Il fera 24 à Paris, 21 degrés en Seine-Maritime et jusqu'à 23 degrés sur les côtes du Pas-de-Calais. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? L'ortolan est un fromage tellement doux
qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Alors? Bah t'as vu? Oui mais attends, mais... Ah oui mais non, mais chouchou, attends, non, attends. Se balader des heures durant. Flâner dans les boutiques. Vos jambes lourdes vous gênent? Pensez à Daflon. Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Daflon, passe à l'action. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Moka a passé des années enfermée dans une cage. Vénus a été percutée par une voiture après avoir été abandonnée. Polly a été vendue sur un site internet comme un simple objet. 45 000 animaux chaque année ont besoin d'être soignés et protégés. En faisant un don de 10 € par mois, devenez compagnon SPA et sauvez des vies. Recherchez compagnon SPA sur internet ou appelez le 0806 700 710. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime, ils m'ont accompagné, regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup vous vous sentez allégé. Petit à petit ça a changé ma vie, voilà c'est top. Vraiment j'ai que ça à dire. Alors si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez tous les produits Valeo sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. Quoi? Tout ça? Pour ce prix? Je peux voir? Il y en a encore que ça étonne. Leclerc est moins cher que Carrefour, Intermarché ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Pourquoi la MAF? Je veux savoir pourquoi. Eh bien voilà. Oh là là, il est vraiment bien celui-là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone? Non mais je suis sur la MAF, maman. Sur la MAF? Bah, genre l'appartement, je le kiffe, tu vois. Donc je suis en train de l'assurer là. Attends, comment ça tu l'assures? Bah avec la MAF, j'ai l'assurance habitation 100% en ligne, qui assure même les colocataires. Maintenant, vous savez pourquoi on préfère la MAF. On est repéré. Je préfère la MAF. Vous saignez des gencives? Essayez Parodontax Original. Il est 4 fois plus efficace contre les problèmes de gencives causés par la plaque dentaire. L'expert des gencives. Dispositif médical. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Obtenez le meilleur prix sur vendezvotrevoiture.fr. Avec Le Chat, vous obtenez bien plus qu'un linge parfaitement propre. Le Chat est la marque numéro 1 recommandée par les dermatologues. Sans ingrédients controversés, sa formule convient à toutes les peaux. Votre graine de star peut enfin se sentir bien dans ses vêtements. Le Chat, la marque numéro 1 recommandée par les dermatologues. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime, ils m'ont accompagné, regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup vous vous sentez allégé. Petit à petit ça a changé ma vie, voilà c'est top. Vraiment j'ai que ça à dire. Alors si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Si vous êtes jeune conducteur, résilié, sinistré ou malucé, il est presque impossible de trouver une assurance. Heureusement, depuis plus de 20 ans, AssurePeople.com est là et sera toujours là pour vous. Rendez-vous sur AssurePeople.com pour assurer tout de suite votre voiture. Ok, c'est une banque sans actionnaire, mais ça reste une banque. Faut qu'elle fasse du chiffre. Oui, t'as raison. Eh ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Oui, ben elle m'explique mieux que toi. 9 clients sur 10 sont satisfaits du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'art à son sommet est beau.
intemporel, époustouflant. Découvrez 5000 ans d'histoire. Vivez Shenyun. Et il est 17h sur BFM TV. Merci d'être avec nous pour la suite de votre après-midi info. À la une, le Kremlin appelle à faire preuve d'une grande prudence dans les menaces nucléaires. Réaction 3 jours après le déploiement par Donald Trump de 2 sous-marins dans la région russe. C'est une semaine importante qui s'ouvre pour le conflit ukrainien. L'émissaire américain pourrait rencontrer Vladimir Poutine mercredi ou jeudi. Nous reviendrons également sur le sort de ces 2 jeunes Françaises en détention en Turquie. Elles sont suspectées d'avoir transporté des valises pleines de stupéfiants entre Bangkok en Thaïlande et Paris. Elles clament leur innocence, leurs proches dénoncent un piège. Et puis la fraude sociale dans le viseur du gouvernement pour mettre fin à la trahison qu'elle représente. La ministre Catherine Vautrin a dévoilé plusieurs mesures, dont celle, vous le verrez, d'augmenter les taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Explication à suivre dans ce journal. Le Kremlin sort donc du silence après l'annonce vendredi du déploiement de 2 sous-marins américains près de la Russie. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a appelé à faire preuve d'une grande prudence dans les déclarations liées au nucléaire. Écoutez. Dans cette situation, il est évident que les sous-marins américains sont déjà en service de combat. C'est la procédure standard. Mais en général, nous préférons ne pas nous engager dans de tels débats, ni commenter cette question. Nous sommes extrêmement prudents dans nos déclarations concernant les questions nucléaires. Comme vous le savez, la Russie maintient une position responsable. Naturellement, nous pensons que tout le monde devrait être très prudent avec la rhétorique nucléaire. Il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire. C'est l'idée principale de notre position. Jean-Didier Revin, vous êtes notre correspondant BFM TV à Moscou. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, qui s'est donc exprimé ce matin. Sa parole était très attendue. On peut dire que, en fait, c'est Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, du Kremlin, qui était interrogé par des journalistes qui lui demandaient, en fait, si il y avait eu une remise à l'ordre par rapport aux déclarations provocantes de Dmitry Medvedev. Alors, Dmitry Peskov a quelque sorte botté en touche en disant qu'effectivement, en Russie, comme dans tous les autres pays, il y avait des points de vue différents avec des gens plus ou moins radicaux en fonction de leur appartenance politique et qu'il préférait ne pas se prononcer sur cette question et a rappelé la position de la Russie qui disait que en matière d'armes nucléaires, il fallait faire preuve de la plus grande retenue. Ensuite, le porte-parole du Kremlin a également parlé de la venue de Steve Witkoff à Moscou. Il a parlé d'une rencontre qui sera importante et utile. Alors on le sait, l'émissaire américain est attendu à Moscou mercredi ou jeudi et l'ultimatum de Donald Trump se termine vendredi. L'ultimatum qu'il a donné à la Russie pour mettre un terme au conflit en Ukraine. On ne sait pas sur quoi cela va déboucher exactement. Mais ce que Dmitry Peskov a encore ajouté, c'est que Vladimir Poutine n'excluait pas une rencontre avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais à une condition, c'est la condition que le travail préparatoire au niveau des experts soit effectué, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On dirait que le Kremlin semble laisser des portes ouvertes pour éviter que l'ultimatum se referme sur lui de façon trop brusque. Guillaume Lasconjarias nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université. Est-ce qu'on peut dire que le Kremlin tente de calmer le jeu ? En réalité, on a une forme de désescalade, mais comme le disait un commentateur ce week-end, en réalité, ceux qui sont tombés dans le piège de Medvedev, sont probablement les Américains. Pourquoi ? Parce que justement, cette espèce de montée en sauce qu'a provoqué le tweet de Medvedev, finalement, positionne aujourd'hui le porte-parole officiel et donc la voix officielle de Moscou dans une posture très raisonnable. Et cela, effectivement, vous l'avez rappelé, à moins de quelques jours de la fin de l'ultimatum. Et donc, on se retrouve dans une forme d'une position raisonnable ou au moins rationnelle de la part des autorités russes, et c'est sans doute ce qui est d'abord recherché. Ensuite, et là c'est quelque chose de beaucoup plus global, on rappelle quand même, et c'est le point que fait aussi Peskov, à quel point dans le domaine nucléaire, la question du signalement stratégique et donc de la question de la crédibilité et de la rhétorique qui va avec sont des points essentiels pour maintenir une forme de, sinon de status quo, du moins au moins de véritable dissuasion.
On a également appris par Donald Trump que son émissaire Steve Witkoff allait se rendre en Russie mercredi ou jeudi. Steve Witkoff, dont la visite est importante, constructive et utile. Ce sont encore les mots de Dmitri Peskov. Ça peut justement aller dans le sens d'une résolution, en tout cas de cette espèce de bruit là, ou en tout cas de ce flou qu'on a constaté ces derniers jours. Alors, en réalité, je pense que la visite de Witkoff, il faut la mettre en perspective sur les dernières étapes qui ont été mises en œuvre. Et j'en citerai au moins 3. D'abord, les propos de Trump la semaine dernière, quand il s'est un petit peu agacé et qu'il a décidé lui-même de réduire le temps donné de 50 jours à moins d'une dizaine. Ça, c'était le premier temps. Le deuxième, c'est ce week-end, ce qui s'est passé avec l'extension des frappes ukrainiennes de manière très profonde dans le territoire russe. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le renseignement ukrainien et le renseignement américain, probablement, travaillent ensemble et qu'il y a des formes d'autorisation et de pression que l'on met sur le gouvernement russe. Et puis le troisième temps, donc, cette annonce de la visite de Witkoff. Ces 3 tendances, finalement, peuvent laisser penser que, effectivement, on va pouvoir négocier des choses. Mais là encore, quoi? Parce que si on écoute bien ce que dit Peskov, il n'y a pas de changement de la part de la position russe. Elle est toujours, finalement, même si elle s'habille d'autres mots, elle reste maximaliste. Cette condition pour une paix que tous désirent, ça reste... dit d'ailleurs Poutine il y a quelques jours. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de changement. On reste bien sur les 5 oblasts, sur la démilitarisation de l'Ukraine, etc., etc. Une position qui, là encore, n'a pas changé depuis 3 ans. Une rencontre entre les deux hommes au milieu de semaine? Difficile à dire si ce sera le cas. Elle n'est pas exclue, en tout cas. Elle n'est jamais à exclure. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est toujours ce Witkoff qui joue le rôle d'émissaire et de véritablement porte-parole qui dépasse même le rôle de, normalement, l'administration américaine. C'est ni Rubio, ni Exet, ni même Trump. C'est véritablement l'homme lige de Trump qui est Witkoff, qui en fait sert, non pas d'exécuteur des bases œuvres, mais sans doute de négociateur en second, le négociateur en chef étant Trump, pour obtenir quelque chose. Mais quoi? Attendons 3 jours. Merci beaucoup Guillaume Lascondarias. Le suspense reste donc entier. Dans l'actualité également, cette nouvelle semaine sous autovigilance, cette fois-ci sur le terrain des feux de forêt dans le sud de la France, avec 6 départements qui sont placés en vigilance orange par Météo France, allant des Pyrénées-Orientales au Var. Des incendies qui, on le sait, sont dans la majorité des cas d'origine humaine. Alors comment travaillent les enquêteurs pour déterminer ces origines? On voit cela tout de suite avec Arthur Baudin. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Alors, le travail des enquêteurs est de déterminer s'ils sont de nature volontaire ou accidentelle. L'enquête commence une fois la zone de l'incendie refroidie. Le premier indice recherché est le mégot de cigarette. On peut l'exploiter notamment au niveau des traces ADN résiduelles pour identifier éventuellement son propriétaire. À condition que ce dernier soit référencé dans le fichier national des empreintes génétiques. Autre levier d'enquête pour la gendarmerie, l'analyse de l'environnement dans lequel s'est déclenché le feu. Les enquêteurs peuvent également prélever de la terre, des végétaux, pour identifier si celle-ci détient en partie ou totalement des produits accélérateurs, à l'instar de solvants, d'essence ou de produits issus des briquets. Les indices peuvent aussi conclure à un déclenchement accidentel du feu. Les pompiers appellent à respecter scrupuleusement les interdictions. Il y a une interdiction d'accès au massif forestier et il y a encore trop de personnes qui bravent ces interdictions malgré les demandes qui sont formulées clairement par les autorités préfectorales. Pour une personne ayant déclenché un incendie, le code pénal prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 7 ans. Kevin Fleury est avec nous du service météo-climat de BFM TV, avec donc ces départements en risque de feux de forêt qu'on continue de scruter, et notamment demain l'Aude qui passera en rouge. Oui, bel et bien, toujours autour de la Méditerranée, avec ce risque d'incendie qui est très concentré autour de la Grande Bleue. Alors on a un risque modéré aussi quand on regarde la carte d'aujourd'hui, jusqu'aux Deux-Charentes, jusqu'aux Deux-Sèvres même, placé en vigilance jaune. C'est le département situé le plus au nord sur notre carte de vigilance. Et donc, vous le disiez, demain, on sort de nouveau la couleur rouge sur notre carte météo des forêts pour l'Aude. Raison très simple, absence de pluie évidemment, sécheresse des sols, mais demain on a de nouveau ce vent régional très connu, c'est la tramontane qui va souffler entre 50 et 60 km par heure, avec un risque d'incendie finalement qui est élargi sur de très nombreuses régions de la zone sud. On le voit bien ici quasiment jusqu'au bassin parisien. Vous restez avec nous, Kevin. La péninsule ibérique est touchée par une nouvelle vague de chaleur, la deuxième de l'été dans plusieurs régions espagnoles et au Portugal. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant près de Madrid. Chez vous, les températures s'envolent avec des pointes à plus de 40 degrés.
Oui, on est au deuxième jour de cette vague de chaleur qui doit finalement durer non pas 4 jours, mais une semaine. C'est ce qu'indique l'agence météo aujourd'hui. Hier, record de cette deuxième vague de l'été, il a fait plus de 43 degrés à Badajoz, donc dans l'ouest du pays. Et puis ce mercure donc devrait continuer dans les sommets jusqu'au week-end prochain. Aujourd'hui, il y a 1316 communes qui sont en état de haut risque pour la santé. Ça fait une commune sur 6 en Espagne. C'est une qualification qui est établie par un institut public de santé qui mesure en fait la surmortalité suivant le contexte de chaque territoire. Parce que en Andalousie, par exemple, des températures au-delà de 40 degrés, c'est presque habituel l'été, et la population locale sait comment se protéger, alors que dans le nord du pays, l'alerte s'active avant à des températures inférieures, et c'est en ce moment justement un des endroits où on enregistre des températures extrêmes, c'est la côte atlantique, une région où les habitants ont moins l'habitude de ces canicules, mais les records devraient continuer d'être la norme en Andalousie, en Estrémadure, donc dans le sud et dans le sud-ouest du pays. Les médias et les autorités insistent sur les mesures préventives, s'hydrater, manger léger, protéger les populations à risque, réduire l'activité physique, éviter même de sortir aux heures les plus chaudes. Et puis le deuxième risque, vous venez d'en parler, c'est celui des incendies. Les hautes températures et la sécheresse transforment la végétation en un combustible. Dans ces conditions, un petit départ de feu peut donner lieu à un vaste incendie, alors que les mêmes flammes se seraient arrêtées si elles avaient attaqué une végétation plus humide. Donc avec un autre problème lié à la météo cette année, c'est que la végétation qui est en train de s'assécher en ce moment, elle est très dense parce que le printemps dernier était riche en pluie. C'est donc un peu contre-intuitif, mais le risque est que les pluies du printemps dernier favorisent les incendies en période de canicule cet été. Merci Mathieu de Taillac en direct de la région de Madrid pour BFM TV. Kevin Fleury, on revient avec vous avec cette vague donc de chaleur qui touche l'Espagne, mais aussi le Portugal. Est-ce qu'elle va arriver en France, chez nous? Alors oui, parce que les grands centres d'action sont en train de bouger. Autrement dit, on avait un anticyclone installé sur le proche Atlantique déjà depuis plusieurs jours. Il n'arrivait pas à arriver chez nous, donc c'est pour ça qu'on avait quelques descentes perturbées sur le nord-ouest de la France. Mais regardez sur notre animation, on voit bien l'arrivée de cet anticyclone en direction du continent, et son positionnement va faire basculer le flux au secteur sud-sud-ouest. Et qu'est-ce qu'il y a au sud-ouest de la France? Il y a l'Espagne. Et donc, assez logiquement, on a cette remontée d'air chaud qui va se propager sur le territoire avec 35-36 dès demain, 37-38 pour la fin de la semaine, peut-être un petit peu plus. Donc, ce sera très chaud dans le sud. Ça reste à préciser dans le nord, avec là aussi des températures qui devraient quand même fréquemment dépasser les 30, notamment vendredi. On souhaite également vous montrer ces images spectaculaires, celles de l'éruption du volcan Kratcheninskov, situé en Extrême-Orient russe. Il ne s'était plus réveillé depuis 450 ans. C'est le séisme de magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter qui avait frappé la région il y a quelques jours, qui est à l'origine de cette spectaculaire éruption. Oui, conséquence, vous le voyez, un gigantesque panache de cendres se dégage du volcan, atteignant jusqu'à 6000 mètres de hauteur. Le panache s'est propagé en direction de l'océan Pacifique, selon le ministère russe des situations d'urgence. Cette péninsule est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Macabre découverte dans la Somme ce matin, où le corps d'un homme mutilé a été retrouvé dans le village de Pont-de-Metz, près d'Amiens. Ses bras se trouvaient de part et d'autre de sa tête. Une enquête vient d'être ouverte pour assassinat pour le moment. Une autopsie doit avoir lieu demain. Les précisions du maire de Pont-de-Metz, Loïc Bruland, qui était notre invité tout à l'heure. L'enquête continue, les investigations se poursuivent. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a une battue qui se fait dans la commune pour essayer de retrouver les indices. Moi-même, je suis en contact en direct avec le commissaire qui suit l'enquête depuis ce matin. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui... on n'a pas beaucoup d'indices. On n'a pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que c'est un jeune homme de 33 ans qui a été égorgé, qui a été éventré, éviscéré. Et qu'on a laissé là, en plein milieu d'un parc, pas loin de jeux d'enfants. Le maire qui nous a également signalé qu'une battue policière était en cours sur place. Dans l'actualité aussi, elles encourent 17 ans de prison pour trafic de stupéfiants. 2 Françaises ont été incarcérées en Turquie pour avoir transporté des valises remplies de cannabis. Elles se sont fait piéger, clament leurs proches. Nous avons pu recueillir le témoignage de la tante de l'une de ces 2 ressortissantes françaises. Reportage de Benoît Ruiz, Laura Cambo, Paul Conge avec Bettina de Guglielmo. Et on va aller plus loin avec vous, Paul Conge, du service police-justice de BFM TV. Le commanditaire présumé a tout piloté de sa cellule? Oui, c'est en ça que cette affaire résonne avec... On va réécouter ce reportage donc.
Alors, on l'écoutera plus tard, s'il y a un problème technique. Dans le nord de la Drôme, à présent, on en vient à cette autre actualité sur cette rave party qui a débuté vendredi soir sur un site classé en zone protégée et qui semble toucher à sa fin. Oui, cette rave party a rassemblé jusqu'à 1500 personnes. Les agriculteurs à qui appartiennent les terrains sont exaspérés. Reportage Arthur Baudin, Louis Léger et Damien Charton. Les revenus des trafiquants de drogue participaient à résorber la dette de l'État. C'est ce que souhaite Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, en taxant près de 5 fois plus les trafics. L'État, en faisant ça, va percevoir des taxes sur de l'argent sale. On considère en fait que les revenus, quand bien même ils sont complètement illicites, c'est de la vente de drogue, de la vente par exemple de voitures volées, c'est taxable parce que ce sont des revenus qui ont été acquis. Concrètement, lorsque la marchandise des trafiquants est saisie, elle est notamment soumise à la CSG, la contribution sociale généralisée. Aujourd'hui, à hauteur de 9,2% de sa valeur. La ministre de la Santé voudrait passer à 45%. Pour connaître les revenus de ces trafiquants, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à estimer le montant de leurs marchandises. C'est eux qui vont nous dire que 10 grammes ou 100 grammes, je ne sais pas, de cocaïne, c'est tant de montant, l'héroïne, c'est tant de montant. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on estime les revenus qui auraient pu être tirés de ces produits illicites. Une mesure saluée par les syndicats de commissaires, même s'ils souhaitent aller encore plus loin. Il faudrait envisager beaucoup plus que 45%. Tout ce qui va toucher au portefeuille et à l'argent sera encore plus efficace que les peines de prison avec sursis ou les peines de prison ferme. Parce que dès qu'on touche au portefeuille, on assèche les revenus issus du narcotrafic. Catherine Vautrin espère présenter son projet de loi d'ici à la fin de l'année. Vous l'aurez compris, on vient de parler donc de cette déclaration de la ministre de la Santé et du Travail hier concernant la fraude fiscale qu'il fallait résorber à hauteur de 13 milliards d'euros. C'est ce qu'elle représente chaque année. Et donc des mesures qu'elle a présentées hier ont été commentées. Parmi elles, il y avait donc l'augmentation des taxes appliquées aux trafiquants de drogue. Pour revenir sur l'ensemble de ces déclarations et de ces mesures présentées par la ministre, Edgar Becquet est avec nous du service politique de BFM TV. Le gouvernement qui a donc fait plusieurs propositions qui devront être examinées dans le cadre d'un projet de loi présenté à l'automne prochain. Oui, c'est ça, Catherine Vautrin qui propose plusieurs mesures pour mieux lutter contre la fraude sociale. Je vais vous citer quelques mesures que Catherine Vautrin a présentées hier. Faciliter la communication entre les différentes caisses de sécurité sociale pour cibler les multifraudeurs. Elle propose également d'autoriser la sécurité sociale à accéder au patrimoine des bénéficiaires de prestations. On parle par exemple de propriété ou de données bancaires. Elle propose également d'interdire le versement de l'allocation chômage sur des comptes ouverts à l'étranger hors Union européenne. Et puis on peut également citer la géolocalisation de transports sanitaires comme les taxis. Les fédérations de taxis qui fustigent d'ores et déjà ce projet de loi. Il prévoit même de se mobiliser le 5 septembre prochain contre cette mesure. Le montant de la fraude sociale en 2024, pour bien s'en rendre compte, c'est 13 milliards d'euros d'après le Haut Conseil des finances publiques. Mais comme le dit Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé dans son interview ce week-end, elle dit « On ne récupérera pas 13 milliards d'euros en claquant des doigts ». En 2024, l'État avait récupéré seulement 900 millions d'euros selon la fondation IFRAP. Dans ce contexte, Edgar, est-ce qu'on peut dire que la rentrée parlementaire s'annonce musclée, agitée ? Elle s'annonce très agitée, très musclée et surtout explosive. Pour être bien clair, le projet de loi, il devrait arriver à l'automne prochain devant le Parlement, donc après l'épreuve budgétaire. Je parle de rentrée musclée, explosive, de rentrée parlementaire musclée et explosive, parce que les oppositions critiquent d'ores et déjà ce projet de loi, notamment la gauche, qui reproche au gouvernement de privilégier la lutte contre la fraude sociale au détriment de la lutte contre la fraude fiscale. Et c'est vrai que la fraude fiscale représente un montant beaucoup plus important. La fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État. Et il est vrai que dans ce projet de loi présenté par Catherine Vautrin ne figure aucune annonce vis-à-vis de la lutte contre la fraude fiscale. Mais cette dernière, Catherine Vautrin, affirme que son texte comportera bien des mesures contre la fraude fiscale qui seront dévoilées un peu plus tard. Alors on ne sait pas quand, mais un peu plus tard, nous dit Catherine Vautrin, par sa collègue Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Merci Edgar Becquet. On en vient à présent donc à cette affaire qui
concerne 2 jeunes Françaises qui sont actuellement détenues en Turquie pour avoir transporté des valises remplies de cannabis. Elles se sont fait piéger, dénoncent les proches de l'une d'entre elles. Elles encourent jusqu'à 17 ans de prison. Reportage de Benoît Ruiz, Laura Cambo, Paul Conge avec Bettina de Guglielmo. Inès, la tante d'Ibtissem, a pu aller voir sa nièce 2 fois en Turquie, dans la prison de Marmara. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une histoire rocambolesque. Des vacances à Bangkok, elle finit en prison en Turquie. En février dernier, Ibtissem et une amie Mariam se font offrir un voyage en Thaïlande par un de leurs amis d'enfance. Ce dernier leur a dit qu'il les rejoindrait sur place, mais annule sa venue au dernier moment. À leur retour, une tierce personne leur demande de transporter une valise cadenassée, prétextant qu'il s'agit des affaires de leur ami resté en France. Mais ce que les 2 jeunes filles ne savent pas, c'est que cette valise contient une grande quantité de cannabis et que leur ami est en prison depuis plusieurs mois. Lors de l'escale à Istanbul le 28 février, elles sont arrêtées par la douane. Elle s'est fait piéger avec cette naïveté. Elle n'a pas vu de mal. Cette valise était censée être remise à la maman de cet individu. Elle avait vraiment l'impression de rendre service. Mais les filles ne savaient pas qu'il était en détention. Cet ami d'enfance, à l'initiative du voyage, serait en fait un narcotrafiquant. Il aurait tout piloté depuis sa cellule à la maison d'arrêt d'Amiens. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, le parquet d'Amiens réagisse rapidement, fasse les investigations nécessaires pour qu'on puisse rapporter la preuve que Ibtissem a été abusée et qu'elle ignorait totalement ce qu'elle transportait dans ses valises. Interrogé, le Quai d'Orsay a surassisté juridiquement les 2 Françaises arrêtées. Nous rappelons que nous exerçons la protection consulaire prévue par la Convention de Vienne au bénéfice de tous les Français détenus à l'étranger qui en font la demande. Les 2 jeunes femmes seront jugées le 11 septembre à Istanbul. Et on va aller plus loin avec vous, Paul Conge du service police-justice de BFM TV. Le commanditaire présumé a tout piloté de sa cellule ? Oui, c'est en ça que cette affaire résonne avec l'actualité, parce que l'avocate et la famille d'Ibtissem désignent donc un homme détenu à la maison d'arrêt d'Amiens comme le commanditaire de cette opération, un trafic international de stupéfiants en bande organisée, donc piloté, vous l'avez dit, depuis sa cellule. Pile au même moment, des narcotrafiquants de toute la France sont en train d'être transférés vers la prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil. 11 aujourd'hui encore, a annoncé Gérald Darmanin aujourd'hui. Prison donc qui a vocation à les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles derrière les barreaux. Ici, le détenu en question, un certain Taïrik O, a d'abord pu échanger via WhatsApp avec les 2 jeunes femmes. On a pu consulter ces échanges à BFM TV et pas de doute, il a très probablement payé à la fois pour les billets d'avion, les frais d'hôtel et les frais sur place. Il a aussi très vraisemblablement mandaté un complice thaïlandais. C'est lui qui leur a imposé de prendre ces valises pleines de stupéfiants alors qu'elles attendaient d'enregistrer leurs bagages à Bangkok. Et encore, juste après leur arrestation à Istanbul, toujours depuis sa cellule, au téléphone, le même Taïrik aurait tenté de soutirer de l'argent à la tante d'Ibtissem, dont elle est proche. On lui a parlé, on l'a vu aussi dans le sujet, à cette tante. Elle estime que ce commanditaire a exploité la naïveté de sa nièce et que si l'administration pénitentiaire avait correctement fait son travail, eh bien, elle ne serait pas en prison en Turquie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elles ont véritablement été piégées toutes les 2 sur toute la ligne? Est-ce que vous ne pouvez pas se douter un petit peu quand même de ce qui était en train de se passer? Une chose est sûre, la Turquie ne plaisante pas avec le trafic de stupéfiants et elles encourent, on le rappelle, près de 17 ans de prison. Les précisions de Paul Conge. Si vous devez prendre le train aujourd'hui, sachez que le trafic est fortement perturbé entre la gare du Nord à Paris et celle de Lille-Flandre. Ça concerne les TGV à destination de Lille et de Bruxelles en raison d'un défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise. Les TGV qui empruntent la ligne classique, donc avec des temps de trajet parfois rallongés. 3 heures de retard pour le moment, nous indique la SNCF. Amélioration du trafic espérée à 18h avec une reprise de la circulation sur une seule voie dans les 2 sens. Les voyageurs concernés peuvent se faire rembourser leurs billets. Écoutez ces témoignages recueillis en gare de Lille. Normalement, je vais à Carry-le-Rouet, donc j'ai un arrêt à Mercey-Saint-Charles et après j'ai une correspondance pour aller à Carry-le-Rouet. On a reçu un message en disant que le train est annulé. J'ai de repayer un billet de train qui coûte le double. C'est la grosse merde, quoi. On n'a pas eu d'informations, rien. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a personne qui sait expliquer quoi. Et c'est honteux. C'est honteux. Je devais aller jusqu'à Reims via Lille. Et puis voilà, on m'a annulé mon train qui devait s'arrêter à Champagne-Ardenne TGV. Donc je vais faire Lille, Paris-Nord, Reims, voilà. Allez, tout de suite la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda.
Et on va se poser cette question, les chèques vont-ils bientôt disparaître? Nous sommes de moins en moins nombreux à en avoir l'utilité. Ouais, c'est mon cas en tout cas. Alors que vous soyez consommateur ou commerçant, quel est votre rapport à ce moyen de paiement? Nous avons posé la question sur un marché de Paris. Reportage de Frédéric Fernandez, Hugo Dorsemène et Barbara Durand. Au marché Bastille, à Paris, nous avons vu des clients payer par carte, en espèces, mais aucun avec un chèque. À notre micro, ils le confessent, ils ne l'utilisent que très rarement. Pour payer certaines factures, pour une traçabilité de certaines factures, ça peut être pratique. Mais par correspondance, quand je mets un chèque dans une enveloppe. Mais autrement, les achats directs, c'est carte bleue ou liquide. Chez ce poissonnier, comme chez de nombreux commerçants, de toute façon, ils ne sont plus acceptés. Il y a eu trop d'abus. On ne prend plus de chèques à cause de chèques en boîte, on a eu des chèques impayés. Donc même avec les identités, on a eu des chèques impayés, donc terminé les chèques. Un peu plus loin dans cette boutique de chaussures, ce moyen de paiement est autorisé pour une simple et bonne raison. Des fois, des gens qui ne peuvent pas finir en fin de mois et elles veulent s'acheter une paire de chaussures, je leur dis une partie en chèque et une partie en carte. Que j'encaisse tout de suite la carte et le chèque, je l'encaisserai à la fin du mois. Si le chèque est une spécificité française, il ne représente que 3% du nombre total de transactions en France, contre plus de 37% en 2000. Il est, selon cet économiste, voué à disparaître. D'ici une dizaine d'années, on n'aura plus de chèques. On obligera les personnes âgées à avoir une carte, d'avoir des moyens digitaux. Et ça coûte très cher aux banques parce qu'en effet, utiliser du papier. Si Bercy réfléchit à fermer d'ici quelques années le dernier centre de traitement des chèques, plusieurs de nos voisins comme la Suède, la Bulgarie ou encore le Danemark les ont tout simplement supprimés. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonsoir, avant de détailler ensemble vos conditions météo pour les toutes prochaines heures, je vous emmène avec moi au Royaume-Uni et surtout en Écosse, accostée par une forte tempête estivale ces dernières heures. Elle a été nommée Floris par les services météorologiques et on la voit bien, on la repère ici avec le cœur dépressionnaire et puis tous les nuages qui l'accompagnent. Sous ces nuages d'intenses précipitations, on les voit bien ici, ces pluies modélisées en bleu. Et puis vous voyez sinon à côté les intenses rafales de vent autour de 130 km/h sur le littoral, jusqu'à 160 km/h en montagne. Et ben voilà le spectacle auquel on a assisté ces dernières heures ici sur les côtes écossaises avec des vagues à n'en plus finir. Et vous vous en doutez, des conditions météo en mer dangereuse. Allez, retour chez nous pour cette journée de mardi avec une petite dégradation qui va traverser une partie seulement de la France, avec quelques pluies qui vont circuler entre la nuit prochaine et demain matin des côtes de la Manche en revenant vers l'intérieur de nos terres. Ça concernera uniquement le Jura et l'Alsace dans l'après-midi, sinon ailleurs. Oui, beaucoup de soleil, quelques nuages vers Clermont-Ferrand, Bordeaux ou encore Biarritz. Et puis le vent qui va nous préoccuper autour de la Méditerranée, notamment en ce qui concerne la Tramontane et le département de l'Aude. Vos températures de la nuit prochaine, entre 12 et 21 degrés pour Aurillac et pour les Alpes-Maritimes, 16 vers Le Mans, 17 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, ce sera chaud, et même très chaud, à Montpellier, 36 degrés, 35 vers Montélimar. On aura 32 pour Lyon, et vous voyez que le thermomètre va s'élever aussi autour de 25 à 26 degrés sur le centre-ouest. Et ce n'est qu'un début, les températures qui seront de plus en plus importantes au fil des prochains jours. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Bientôt 17h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité aujourd'hui. Circulation perturbée sur la ligne de TGV entre Paris et Gare du Nord et Lille en raison d'un défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise. Les trains doivent emprunter la ligne classique avec parfois 3 heures de retard. Reprise de la circulation sur une voie dans les deux sens à partir de 18h. Nous serons Gare du Nord avec Milan Argelas dans un instant.
À la une également, 6 départements méditerranéens restent en risque élevé de feux de forêt aujourd'hui. On vous emmènera dans ce journal dans les coulisses d'une cellule constituée de pompiers, gendarmes et agents forestiers qui enquêtent pour découvrir les causes des incendies de végétation. Semaine cruciale sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, se rendra à Moscou mercredi ou jeudi, annonce le président américain Trump. Une visite importante et utile, estime le Kremlin, à quelques jours de la fin de l'ultimatum imposé par les États-Unis à la Russie pour arrêter la guerre. Et puis nous irons aussi dans la Somme où un promeneur a découvert le corps d'un homme égorgé et éviscéré dans le village de Pont-de-Metz, c'est près d'Amiens. La victime n'a pas encore été identifiée, une enquête est en cours. On retrouvera notre envoyé spécial Angie Loata sur place dans un instant. Mais tout d'abord, ce trafic fortement perturbé pour la SNCF cet après-midi entre la gare du Nord à Paris et celle de Lille-Flandre. On va retrouver Milan Argelas, vous êtes à la gare du Nord justement à Paris. La cause de ces retards, c'est un défaut d'alimentation électrique. Oui, un défaut d'alimentation électrique qui s'est déclaré aux alentours de 8h30 ce matin dans les Hauts-de-France. Plusieurs trains circulent avec du retard actuellement. La SNCF nous dit entre 30 minutes et 2 heures de retard. Il y a eu des trains aussi, des trains Eurostar notamment, qui ont été supprimés. C'est justement le train d'Alexandra avec qui je me trouve. Alexandra, expliquez-moi votre situation. Explain me your situation. Well, we're traveling today from Gare du Nord to London, 8 o'clock in the afternoon. We've received an email today to let us know that the train was cancelled. Donc Alexandra a reçu un email tout à l'heure pour lui dire que le train était annulé. So now we have no idea what we're going to do tonight. If we are having another train, maybe, or staying in France. So we don't have any place to sleep. Alexandra nous dit qu'elle ne sait pas justement ce qu'elle va faire pour l'instant, si elle doit prendre un autre train ou alors si elle va dormir ce soir à Paris. Yes. We just... How do you feel currently? Comment vous vous sentez actuellement? Well, we are a little bit stressed and nervous, not knowing what to do. Nous sommes un peu stressés, anxieux sur ce qui va se passer. Yes, and so now we are hoping that they could give us more information on what to do, on how to go back home, basically. Alexandra espère pouvoir disposer de plus amples informations donc dans les prochaines minutes. La SNCF a d'ailleurs précisé que les billets pourraient être remboursés ou échangés sans frais supplémentaires. Merci beaucoup Milan Argelas depuis la gare du Nord à Paris avec Corentin Guistaud. Dans l'actualité aussi, la vigilance face aux dangers de feux de forêt est au plus haut depuis plusieurs jours autour de la Méditerranée. Aujourd'hui encore, Météo France a placé 6 départements en risque élevé en vigilance orange. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux enquêtes menées après les déclenchements d'incendies. Et dans ce travail crucial pour détecter l'origine de ces feux, une cellule pluridisciplinaire œuvre au recueil des moindres indices. Laura Berlioz et les équipes de BFM Toulon-Var nous emmènent à la rencontre de la RCCI. 3 hommes, 3 uniformes différents, réunis dans les environs de Salerne, où le feu a ravagé un peu plus d'1 hectare début juillet. Là, après, il est monté comme ça, c'est ça? Oui, il est monté comme ça. Les pompiers, la gendarmerie et l'ONF unissent leurs forces pour cartographier la zone, effectuer des relevés, mais aussi comprendre la trajectoire du feu. Ça suit la même direction. Chacun apporte son expertise. Tu as vu? Ouais, je suis plutôt d'accord, oui. J'ai un vent qui est établi dans ce sens-là. J'ai un feu qui évolue dans ce sens et d'un coup, il se met à tourner. Donc, je suis monté jusqu'en haut du départ de feu pour comprendre pourquoi il avait tourné. Ensemble, ils déterminent la zone de départ de l'incendie. Une fois qu'on a identifié les points d'avancée du feu, on met des drapeaux rouges. Quand le feu recule, on va mettre des drapeaux jaunes. Et on cherche le point de connexion entre les deux zones. Un travail de fourmi. À leurs pieds, tout est passé au crible. Tout ce qu'on peut trouver sert à déterminer la zone de départ. Et des fois, quand on n'a rien, on finit à 4 pattes avec un pinceau. On enlève la cendre et on essaie de retrouver des vestiges sous la cendre. Leur travail alimente une base de données colossale qui facilite les recherches à venir. La spécificité du Var, intervenir sur tout type de feu. Dès qu'il y a un feu, quelqu'un de l'équipe va faire un état des lieux. Si on s'aperçoit qu'on tombe sur un fait criminel, on va réunir l'équipe complète pour les investigations sur zone et après rédiger le procès-verbal. Un rapport décisif pour la suite des investigations. Par exemple, en 2021, lors de l'incendie de la Plaine des Morts, la fin de l'enquête a confirmé les conclusions de l'équipe RCCI qui avait bel et bien trouvé l'origine de l'incendie.
Et on va continuer de parler de ces incendies avec nos invités sur ce plateau. Samuel Savry-Moutou, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Multitax, expert en détection d'incendies par visioconférence. On va en parler avec vous. Et puis Charles Groux, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en sécurité incendie chez IP2S. Il y a plusieurs moyens effectivement de détecter ces incendies et de plus en plus on va s'orienter vers des moyens autour de l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, on utilise les caméras pour faire de la surveillance standard. Et avec l'arrivée donc de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans divers domaines, on est capable d'analyser via analyse d'images, de détecter des départs de feu, donc via la détection de la flamme en elle-même ou des détections de fumée. Donc voilà, une caméra aujourd'hui est capable de couvrir une centaine de kilomètres carrés via un point. Donc voilà, c'est une surveillance 24 heures sur 24. Dès qu'il y a un départ qui est détecté via cette analyse d'image, il y a des alertes qui sont remontées aux différents services et ça permet ensuite de faire une vraie levée de doute ou de déclencher les interventions. Alors comment justement est-ce qu'on intervient en amont avant que ces incendies se déclenchent? Donc si on a identifié un départ de feu, il y a également des moyens humains et techniques de prévention. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui dans le Var par exemple, il y a des guetteurs bénévoles qui sont mis en place, dont 80 tours de vigie qui sont répartis dans les différents massifs du Var. Ça représente plus de 200 bénévoles. Donc ça, c'est le premier lieu. Ensuite, vous avez les agents ONF, des pompiers qui ont des petits 4x4 qui peuvent avoir jusqu'à 400 litres d'eau pour intervenir de manière très précoce, en attendant que les pompiers arrivent avec les engins un peu plus lourds. Vous avez aussi la surveillance aérienne. Le Var, là, ils ont un avion Beechcraft pour survoler et guetter. Vous avez aussi les réseaux de bénévoles locaux. On a pu voir ce week-end qu'il y avait des scouts qui étaient déployés à l'entrée de chaque massif forestier pour soit interdire l'entrée ou soit rappeler les règles de précaution, ne pas fumer, ne pas faire de feu et tout ce qui est la prévention. À quel point elle est importante justement cette prévention sur tous les départs de feu qu'on comptabilise? Combien peut-être ont pu être stoppés grâce aux moyens que vous avez évoqués? Alors aujourd'hui, on n'a pas de chiffre de départ de feu stoppés. Mais on sait que le prix d'une forêt, c'est énorme et que on remercie tous ces bénévoles parce qu'ils donnent du temps pour protéger la nature. Et on le rappelle, il y a aussi la meilleure prévention vient de nous, la population. Tout départ de feu doit être signalé en composant le 18, le 112 ou le 114 pour les personnes malentendantes. Parce que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Est-ce qu'on peut rappeler aussi ce qui cause ces incendies dans la majorité des cas? Ce qui cause les incendies, c'est un mégot mal éteint, un barbecue mal éteint qu'on n'aurait pas couvert quand il était fini, ou on croit que les cendres sont éteintes au bout de 2 heures et on va les jeter dans les broussailles. Non, les cendres, le feu peut couver jusqu'à plus de 24 heures. Le centre peut être encore très chaud et avec les températures qu'on a en ce moment et la sécheresse et les vents, c'est le cocktail idéal pour un départ de feu. Donc, pas de source de chaleur à proximité de la broussaille en ce moment. Y compris les travaux qui génèrent des étincelles. Samuel Savry-Moutou, à quel point votre société peut aider les travails, peut-être en collaboration avec les pompiers? C'est vrai que nous, de par la technologie, ça permet de détecter et de prévenir extrêmement rapidement, d'avoir des points de surveillance 24 heures. C'est-à-dire que vous êtes en contact avec les services de... Non, alors en fait, donc, ce sont les algorithmes qui surveillent les images via la thermique ou via l'image des caméras, et ensuite qui vont être connectés avec les différents centres et qui vont prévenir, donc soit via les moniteurs de contrôle ou via des applications ou autres. Donc c'est des choses qui sont connectées en fait. Donc voilà, ça prévient. Rassurez-nous, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Non, il nous faudra toujours, Charles, des gens comme Charles ou comme l'a dit la population, les bénévoles, le soutien de tout le monde, ça ne remplace pas les bons gestes. Voilà. Est-ce que tous les SDIS sont équipés de ce genre de technologie? Non, pas encore. On a la forêt de Sologne qui a été équipée, on a le SDIS du Gard qui a également lancé, donc c'est un train d'avancer petit à petit. Mais voilà, la technologie est mature et ça vient au service des différents SDIS. Donc ça, la technologie est mature, mais elle a un coût aussi forcément pour équiper justement les SDIS. Il y a effectivement un investissement au départ qui est assez, ça a un coût effectivement. Mais voilà, c'est à balancer avec le risque. Quel risque ça peut couvrir? Qu'est-ce que l'on peut gagner en mettant en place cette technologie? Oui, le coût de reforester, je sais pas si ça se dit, mais de remettre de retour replanter, le coût il est peut-être moindre que
Combien de temps met une forêt justement à se régénérer une fois qu'elle a été brûlée comme ça? Je pense quelques années, là, on voit à la tête de Bust, là, ce qui s'est passé dans la région bordelaise, les feux de 2022. Les campings, ils ont toujours pas d'ombre. Hein. Ils ont des arbres qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de haut et aujourd'hui ils font 4-5 mètres de haut qui sont même peut-être pas, qui ne procurent pas assez d'ombre dans les campings. Et puis le danger, c'est que désormais aussi, avec le changement climatique, on remarque que ces incendies ne concernent plus que le pourtour méditerranéen, mais qu'on les retrouve de plus en plus en Bretagne, dans le Jura, dans les Vosges, que ça s'étend un peu sur le territoire national aussi. Oui, c'est pour ça que Sam a évoqué la Sologne. La Sologne, on est dans la partie nord de la France et aujourd'hui, ils se sont équipés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient ce risque très important qui se manifestait avec le réchauffement climatique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On en vient à cette macabre découverte faite dans la Somme ce matin. Le corps d'un homme mutilé a été retrouvé dans le village de Pont-de-Metz, c'est près d'Amiens. Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Une enquête vient d'être ouverte. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Écoutez, l'enquête est toujours en cours. Il y a un balisage de la zone. Vous voyez les rues balises juste ici, les véhicules de police qui bloquent cette zone qui est un jardin en quelque sorte, un endroit de promenade, un lieu de promenade décrit comme familial et plutôt sécurisant par les quelques personnes qu'on a pu apercevoir ici et qui voulaient venir passer l'après-midi dans cette zone. Il y a des terrains de sport notamment ici. Les enquêteurs, les véhicules de police qui font des va-et-vient depuis maintenant le début d'après-midi sont en réalité à la recherche d'indices. Il y a très peu de choses pour l'instant qui ont filtré. Ils cherchent des indices, regardent un petit peu partout dans cette zone assez large qui, je vous le disais, est donc un parc régulièrement fréquenté, notamment par des familles et par des enfants. Ce que l'on sait, c'est que donc ce corps a été découvert ce matin par une personne qui se promenait ici. Et ce que l'on sait, c'est que le corps était disposé d'une manière qui pose question aux enquêteurs. Les bras étaient notamment de part et d'autre de la tête de la personne. Il y a très peu d'informations d'identification. Ce que l'on sait, c'est que c'est un homme d'une trentaine d'années. Le maire de la commune ici de Pont-de-Metz nous a expliqué cet après-midi que cet homme était très probablement originaire d'Amiens. Et il y aura donc des développements dans les heures à suivre, dans les jours à suivre également, avec notamment une autopsie qui sera menée demain matin. À Pont-de-Metz dans la Somme avec Willem Gay derrière la caméra. L'actualité à l'étranger à présent et l'émissaire américain Steve Witkoff qui se rendra en Russie mercredi ou jeudi, annonce de Donald Trump quelques jours après le déploiement de ces 2 sous-marins nucléaires et alors que son ultimatum à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine s'achève ce vendredi. On écoute le président américain. Il pourrait partir en Russie, je pense, mercredi ou jeudi de la semaine prochaine. Ils aimeraient le voir, ils ont demandé qu'il les rencontre, donc nous verrons ce qui se passe. Guillaume Lasconjarias est avec nous sur ce plateau. Rebonjour, merci d'être en notre compagnie pour faire le point sur ce qui se passe, notamment sur le terrain en Ukraine. On peut faire un point sur les pertes de ces derniers jours. Alors effectivement, Trump l'a lui-même dit, c'est-à-dire qu'on sait à quel point, comme président, il aime aussi communiquer sur ces choses-là. Et il rapportait sans doute une estimation basse, disant que depuis un mois, les pertes russes s'élevaient à plus d'une dizaine de milliers d'hommes et du côté ukrainien, à peine moins. Ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que ce rappel des combats sur le terrain, c'est à la fois la manière dont les Russes grignotent et continuent à progresser, notamment dans les oblasts qui sont désirés et qui ont été d'ailleurs constitutionnellement annexés, même si ce n'est pas reconnu par la communauté internationale. Et puis de l'autre, la manière dont les Ukrainiens, pied après pied, reculent, tiennent front, et tout cela au prix de pertes humaines. Pour donner une idée, on estime que du côté russe, les pertes probables sont de l'ordre de 1000 à 1500 tués, blessés, disparus, prisonniers par jour. Ça vous donne une idée de l'état des pertes. En revanche, il y a un point essentiel, c'est-à-dire que la démographie des deux pays, Russie et Ukraine, n'est sensiblement pas la même, et ça a des conséquences en termes de mobilisation, en termes de recrutement, et surtout en termes d'importance sur la vie sociale et sur l'implication de tous les citoyens. Et le fait que ce soit Donald Trump qui annonce ces pertes, qui fasse cet état des lieux, ça montre quoi? À quel point il s'investit pour vraiment parvenir à la paix sur ce terrain-là. Ça lui tient à cœur. Il a toujours cette idée du prix Nobel en tête. Alors probablement, et puis on peut alors
Donald Trump a tout un tas de défauts et je pense qu'il est quand même assez difficile de le défendre sur certains points. Mais ce côté-là sur l'horreur que lui inspire à la fois les attaques inutiles et folles, disait-il, sur la population civile. Oui, il s'est dit dégoûté, il a eu des mots très forts. Et puis, je pense que d'ailleurs, il est là-dessus très largement à l'écoute de ce que dit, pas simplement sa base, mais aussi sa propre famille. On sait que le rôle, peut-être que joue Mélania là-dessus. Deuxième point, c'est que probablement, il estime que la guerre, c'est le contraire de ce qu'il estime comme étant le paragon de la vie sociale, à savoir l'économie et justement le fait de faire du business. C'est-à-dire que pour lui, la guerre, c'est le contraire du business et donc il veut la paix. Et il le fait pas simplement pour un argument commercial, il le fait probablement aussi parce que ces étalons de perte et de mort le choquent profondément. Merci beaucoup Guillaume Lesconge-Arias d'avoir été avec nous. Hier, Benyamin Netanyahou avait demandé l'aide du Comité international de la Croix-Rouge pour apporter nourriture et traitement médical aux otages israéliens de Gaza. Réponse du Hamas, le mouvement islamiste palestinien exige l'ouverture de couloirs humanitaires pour le passage de nourriture et de médicaments destinés à la population gazaoui affamée. Bonjour Christian Cardon, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole en chef du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. D'abord, où en est-on des échanges d'otages entre Israël et le Hamas ? Écoutez, à ce stade, on est toujours dans l'attente. On est dans une attente, évidemment, comparée à ce que les familles font face aujourd'hui. C'est rien du tout, mais on est dans une attente insupportable qu'il y ait des développements par rapport à la question des otages. Il y a des développements, des discussions en cours. Le CICR a été contacté et le CICR, une fois encore, a rappelé aussi bien aux autorités israéliennes qu'aux autorités du Hamas qu'on est prêt. On le dit depuis les premières heures de ce conflit, que le CICR est prêt à être déployé, de pouvoir visiter les otages, de s'assurer que les otages ne manquent de rien, qu'on puisse subvenir à leurs besoins les plus critiques. C'est urgent, au même titre que c'est évidemment urgent que le CICR et les autres acteurs humanitaires puissent rentrer dans la bande de Gaza et faire les distributions qui sont maintenant plus que urgentes à l'instant où je vous parle. Justement, vos effectifs de la CICR sur place, ils sont actuellement bloqués où? De combien de quantité d'aide humanitaire disposent-ils et qu'ils ne peuvent pas distribuer? Écoutez, aujourd'hui, donc nous, on a une équipe sur place d'à peu près 300 collègues qui sont positionnés sur toute la bande de Gaza. On a un hôpital dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah, un hôpital de campagne de 60 lits qui est débordé constamment. On essaie de faire le minimum au même titre que d'autres acteurs humanitaires. Ce qui nous manque, c'est des besoins de première nécessité. Il nous manque clairement des médicaments, il nous manque de l'essence pour faire fonctionner les générateurs. L'accès à l'eau est un problème énorme. Pour vous donner un exemple très concret, même le staff du CICR, même les collègues du CICR qui travaillent d'arrache-pied dans cet hôpital, parfois sont limités à un repas par jour. Donc on vous laisse dire un petit peu l'étendue des besoins, ça vous laisse dire l'étendue des besoins et l'urgence absolue d'avoir plus d'aide qui rentre dans la bande de Gaza. Ça fait presque maintenant 2 ans que ce conflit a lieu et plusieurs mois que presque rien n'est rentré. Les mesures qui ont été prises sont loin d'être satisfaisantes quand on regarde l'étendue des besoins. Les largages qui ont eu lieu justement dernièrement, est-ce qu'ils vous aident tout de même un petit peu, même si on sait que parfois ces techniques sont un peu dangereuses pour la population? Écoutez, aujourd'hui, tout développement qui consisterait à avoir plus d'aide à Gaza est évidemment le bienvenu et nous devons rester le plus pragmatique possible. Maintenant, il faut être très clair que si on parle des largages en particulier, comme on les voit sur l'écran, Gaza n'est pas une île. Gaza n'est pas une zone complètement isolée, comme on le fait dans certains cas où c'est vraiment indispensable. L'aide humanitaire, encore une fois, elle est aux portes de Gaza. Les humanitaires comme le CICR, le Croissant-Rouge palestinien, on est plus que prêts à faire notre travail. Malheureusement, aujourd'hui, cela dépend du bon vouloir des politiques et on attend toujours une réponse. Et justement, est-ce que vous êtes en lien avec les autorités françaises, par exemple, pour coordonner au mieux cette aide humanitaire ? Alors le CICR parle à tout le monde. Le CICR, dans un premier temps, évidemment, parle
aux Israéliens et aux autorités du Hamas, comme je le disais précédemment. Maintenant, le CICR parle aussi avec les autorités qui peuvent avoir une influence sur les belligérants, sur ceux qui combattent aujourd'hui à Gaza. Ça comprend évidemment les autorités françaises et c'est très important pour nous aussi de rappeler à ces pays-là, la France y compris, d'exercer un maximum d'influence, encore une fois, pour que l'aide humanitaire puisse rentrer, pour que les hostilités puissent cesser, afin, encore une fois, que les humanitaires puissent faire leur travail. Au niveau politique, est-ce que vous pensez que la dynamique que la France, notamment, est en train d'essayer d'impulser en demandant une solution à 2 États pourrait aider à résoudre la situation au Proche-Orient? Écoutez, le CICR n'est pas un acteur politique. Le CICR est un acteur humanitaire. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de venir en aide aux plus démunis. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir accès à ces otages. On a vu les images insoutenables des otages qui ont été diffusés. On l'a d'ailleurs dit publiquement. La priorité, c'est aussi d'avoir accès à beaucoup de détenus palestiniens auxquels on n'a pas eu accès depuis le 7 octobre. Et c'est vraiment de s'assurer que les infrastructures vitales puissent refonctionner comme elles se doivent dans cet environnement. C'est ça la priorité absolue pour nous. Les politiciens ont une priorité, c'est de s'assurer que cet espace humanitaire soit garanti le plus rapidement possible, que les nombreuses réunions, que les nombreux efforts diplomatiques finalement se traduisent en action. C'est votre souhait profond, j'imagine. Est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver justement à libérer, à ouvrir la voie pour amener l'aide humanitaire dans la bande de Gaza? Mais écoutez, les acteurs sont là, l'aide est là. Ça dépend maintenant vraiment du bon vouloir des politiques. Nous, on n'a fait que le répéter. Il y a d'autres acteurs qui sont présents. On ne comprend pas la mise en place de certains mécanismes qui aujourd'hui apportent certainement quelque chose qui est insuffisant par rapport aux besoins. Il y a des besoins dans tous les domaines, comme je le disais précédemment. Donc oui, on estime que c'est possible. On l'a fait par le passé. On a travaillé à Gaza par le passé dans d'autres situations de conflit où on a pu faire notre travail, où on a pu distribuer, où on a pu s'assurer que les plus vulnérables aient accès à cette aide humanitaire dans la meilleure sécurité possible. Donc oui, on reste convaincu, évidemment, comme on le fait au Soudan, comme on le fait en République démocratique du Congo. Le CICR est habitué à travailler sur les lignes de front. Pourquoi à Gaza aujourd'hui, c'est pas possible? Merci beaucoup, Christian Cardon. On a entendu votre appel, notamment sur cette situation et encore courage à vos effectifs sur place dans la bande de Gaza, notamment. Restez avec nous. Merci d'avoir suivi l'après-info aujourd'hui. Vous retrouvez Jérémy Brossard dans un instant pour BFM Story. Il reviendra sur cette pagaille entre la gare du Nord à Paris et la gare de Lille-Flandre dans le Nord. Après donc cet défaut d'alimentation électrique sur un caténaire dans le Val d'Oise qui a perturbé une bonne partie de l'après-midi la circulation des TGV qui ont été détournés sur des lignes classiques avec des retards. Mais la reprise de la circulation sur une voie dans les 2 sens est annoncée d'ici quelques minutes. Évidemment, Jérémy reviendra sur cette actualité. Et nous, on se retrouve demain pour l'après-info à partir de 14h. Très belle soirée sur BFM TV. À demain.